C'est donc la dernière table ronde de ce séminaire et qui est donc consacrée au modèle de regroupement universitaire à l'international avec un point d'interrogation puisque bien évidemment il existe différents modèles et la question qui se pose c'est finalement est-ce qu'il existe un modèle qui soit plus adapté qu'un autre et en particulier qui pourrait être plus adapté notamment donc aux universités ultramarines. Ça sera forcément une des questions que nous répondrons donc au cours de de cette table ronde. Alors avec nous, nous avons donc plusieurs invités, donc spécialistes de cette question donc des regroupements universitaires donc à l'international. Nous avons tout d'abord Madame Christine Gangloff-Ziegler, qui est présidente de l'université donc de Haute-Alsace depuis 2012, qui est membre de la CP2U, qui est également donc vice-présidente de la commission formation et insertion professionnelle. Elle est également présidente de l'Alliance des universités de recherche et de formation depuis septembre 2017. Elle est aussi secrétaire de l'association donc pour les femmes dirigeantes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et elle est ensuite, et encore, présidente de la commission consultative nationale des IUT, pour ne citer que, puisque j'imagine que vous avez encore d'autres fonctions. Et vous êtes donc professeur en sciences de l'éducation. Voilà. Avec nous, nous avons également donc Monsieur Emmanuel Roux, qui est président de l'université de Nîmes depuis 2012, qui est également président de la commission juridique de la conférence des présidents d'université depuis 2014, qui est ancien administrateur provisoire de la commune Languedoc-Roussillon Université et qui a été à l'origine, parce que c'est un ancien collègue, Emmanuel Roux était à la faculté de droit et d'économie il y a quelques années chez nous, il a participé donc à la création du centre universitaire de Mayotte, qu'il a d'ailleurs dirigé pendant 2 ans, et il est professeur de droit public. Avec nous, donc, le président de cette université, monsieur le professeur donc, Miranville, qui est physicien de formation, donc, qui cumule effectivement un certain nombre de fonctions, dont une des dernières qui est celle donc, de membre du Césaire et qui est également donc, vice-président de la commission éducation, formation et recherche donc, au sein de ce conseil. Nous avons avec nous également donc, monsieur Antoine Primrose, qui est président de l'université de Guyane depuis juin 2017, qui est spécialiste donc d'électronique, qui est ancien directeur d'IUFM puisqu'il a participé donc à la création donc de l'ESP en Guyane et qui est également donc qui a été également président du groupe d'intérêt public construction du campus de Troubiran donc à Mayotte, excusez-moi, ça va pas du tout là, en Guyane. Voilà, nous sommes dans une autre zone du monde. Et puis, nous avons également donc, avec nous M. Jean-Pierre Chabria, qui donc, a été chargé de mission auprès du ministère de l'Outre-mer et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de l'Innovation pour la préfiguration de l'Université de l'océan Indien. C'est un rapport donc, qui lui a été donc, commandé en 2017. Monsieur Jean-Pierre Chabria donc, est professeur dans cette université. Il est diplômé de l'École centrale de Lyon et de l'Université Claude Bernard à Lyon. Il est professeur des universités depuis 2000 et également directeur donc, du laboratoire LE2P, donc, qui est un laboratoire donc, spécialisé donc, dans l'énergie. Il est également vice-président de la commission économie, emploi et innovation donc, du Césaire depuis 2018. Et il a été très actif puisqu'il a participé notamment donc, aux assises territoriales de la Réunion en 2012 puisqu'il a été rapporteur donc, du comité de recherche et innovation et auteur d'un rapport donné une nouvelle ambition pour la recherche, le transfert de technologie et l'innovation. Donc je vous remercie donc d'être avec nous. Quelques mots donc, pour introduire donc, cette table ronde et vous donner des éléments de contexte. La question des regroupements universitaires, bien évidemment, ce n'est pas une question qui est nouvelle. Nous avons donc un article du Code de l'éducation qui, entre autres, effectivement, donc, régit cette question. C'est l'article L713-8 du Code de l'éducation donc, qui a été issu de la loi Fioraso et qui prévoit donc, différents modèles de regroupement ou différentes techniques, plus exactement, de regroupement, à savoir la fusion,
les communes que vous connaissez bien évidemment, et les associations, donc avec, je dirais, une association plus particulière qui est différente des associations entre guillemets que l'on peut connaître dans la vie courante, puisqu'il s'agit donc d'une association avec bien évidemment un établissement donc chef de file. Aujourd'hui, nous comptons 19 communes et 7 associations, donc en termes de regroupement. Le but de cette loi, c'était tout simplement de donner plus de lisibilité à l'enseignement supérieur français, en particulier donc dans les classements mondiaux. Mais il faut savoir que ces regroupements qui vous sont présentés ici, finalement, ne valent que dans un contexte qu'on va dire franco-français. On y reviendra donc peut-être dans quelques instants dans le cadre de ce débat. C'est une question qui n'est pas nouvelle, mais c'est une question qui est renouvelée, puisque nous avons donc différents modèles qui sont en émergence aujourd'hui de regroupement universitaire à l'international, notamment au niveau de la loi française. Nous avons actuellement donc le projet de loi ESSOC. ESSOC, c'est pour un État au service d'une société de confiance, voilà, qui nous livre 3 possibilités donc de nouveaux regroupements qui sont fondés essentiellement sur un dispositif d'expérimentation. Le premier, c'est d'expérimenter de nouveaux modèles d'organisation et de fonctionnement donc des établissements publics, scientifiques, culturels et professionnels existants, qui soit résultent d'une fusion, comme je viens de le préciser, ou alors qui est composante d'un autre type de regroupement, qui est soit la commune, soit l'association. La deuxième possibilité d'expérimentation, c'est finalement donc, de pouvoir créer des modes d'organisation territoriale qui pourraient être dérogatoires donc, à l'article précédent que je viens de vous citer. On y reviendra dans quelques instants, c'est un peu un jargon de juriste, mais on essaiera bien évidemment de vulgariser tout ça. Et puis la troisième hypothèse, c'est de se regrouper au sein d'une nouvelle catégorie qui serait aussi, elle aussi, expérimentale, donc d'établissements publics, scientifiques, culturels et professionnels. Deuxième type de regroupement également en émergence, ce sont les universités européennes. Donc c'est un groupement qui a émergé lors du dernier sommet de Göteborg le 17 novembre 2017. Plusieurs buts à ces regroupements. Tout d'abord de renforcer la coopération transfrontalière, mais cette fois-ci avec des objectifs qui soient à plus long terme. C'est tout simplement donc de passer des partenariats beaucoup plus structurants. Le deuxième but, c'est d'encourager l'innovation et l'excellence. Le troisième, c'est d'accroître la mobilité à l'intérieur de l'Europe, à la fois donc, des étudiants et des personnels. Et enfin, le dernier objectif, c'est de favoriser l'apprentissage des langues. Alors bien évidemment, il y a des conditions donc, qui ont été posées pour pouvoir faire émerger ce type de regroupement. Il faut au moins donc, avoir au sein de ce regroupement 3 universités qui relèvent de 3 pays différents donc, de l'Union européenne. Alors, en matière, j'ai envie de dire, d'universités ultra-périphériques, si on pouvait s'orienter, je dirais, vers une université européenne ultra-périphérique, ça sera la question qui sera abordée donc, au cours de cette table ronde, ça serait de pouvoir peut-être profiter de réseaux qui existent déjà, et il existe un réseau d'universités ultra-périphériques qui s'appelle le réseau RETI, qui est un réseau d'excellence des territoires insulaires. Donc là, pour le coup, ce sont vraiment, je dirais, que des universités d'îles qui sont regroupées donc au sein de ce réseau. La deuxième condition, c'est de privilégier la diversité. Alors, il y a plusieurs affinités, bien évidemment, qui pourraient fonder un regroupement. Ça pourrait être des affinités géographiques, tout d'abord. Donc là, on serait vraiment sur du transfrontalier. Académique, ça serait notamment donc l'excellence, en particulier dans une discipline ou dans une matière. Ou encore choisir une thématique qui serait commune, comme par exemple l'énergie, la santé, la sécurité alimentaire. Voilà. L'objectif de ce programme, c'est d'avoir une vingtaine d'universités européennes d'ici donc 2024. En tout cas, c'est le souhait, bien évidemment, du président Macron. Et la technique, je dirais, de mise en place, c'est une technique d'appel à projet qui a été retenue. Et le premier appel à projet donc, devrait sortir à l'automne, notamment au mois d'octobre, avec, je dirais, une sélection donc, de 4 universités. Ça serait donc le premier pool. On
On a au final, à côté de ces premiers modèles que je viens de vous présenter, une diversité donc de variétés de modèles que l'on retrouve déjà, je dirais, au sein des universités. On a un modèle que l'on appelle les universités pays. On a un exemple notamment avec l'UFAS, c'est l'université donc franco-azerbaïdjan, qui est donc l'université européenne du Caucase, donc, qui propose une offre de formation avec des enseignements donc, bilingues en anglais et en français, et essentiellement des doubles diplômes dans le domaine pétrolier. Vous avez ensuite un modèle de regroupement qui est celui de l'association, qui est différent donc du modèle que j'ai évoqué tout à l'heure, qui figure dans le Code de l'éducation. C'est l'association que l'on connaît, c'est-à-dire soit sportive, soit culturelle, voilà, auquel vous adhérez sans doute, je dirais, dans votre vie quotidienne. Donc c'est l'association de la loi de 1901, qui est un modèle qui a d'ailleurs été utilisé déjà au niveau de l'océan Indien, puisqu'il y a quelques années, donc en 1991, lors de la conférence de la COI, il y a une université de l'océan Indien qui a été créée, qui a été donc notamment mise en place en 1998 et qui malheureusement, je dirais, n'a pas fonctionné au bout d'un certain nombre d'années, mais peut-être qu'on reviendra sur ces aspects dans le cadre, je dirais, de l'intervention de M. Chabriat. Alors c'est un modèle qui présente certains avantages. Tout d'abord, c'est un modèle qui est très souple du point de vue de la Constitution et du fonctionnement, puisque des établissements publics peuvent y adhérer, et en particulier des établissements publics français ou étrangers. Reste la problématique du financement, mais on y reviendra donc peut-être dans le cadre de cette table ronde. Et puis enfin, vous avez des nouveaux modèles en émergence de regroupement universitaire qui sont des modèles beaucoup plus fondés, on va dire, sur l'économique, ce que j'appellerais ce qu'on appelle des moles universitaires, et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui par exemple à Maurice. C'est l'hypothèse du campus Médine, qui regroupe un certain nombre d'établissements. Voilà, c'est un campus en fait, voilà, c'est tout simplement un campus, mais ce n'est pas une université donc en tant que telle. Deux objectifs donc à cette table ronde. La première, c'est de vous présenter les différents modèles que l'on peut retrouver donc de regroupement universitaire en travaillant bien évidemment sur leurs avantages et sur leurs inconvénients, donc ce qui existe, ce qui est connu, et puis c'est d'être un peu plus prospectif en essayant justement de saisir à la fois les enjeux, les inconvénients, les risques que peuvent, je dirais, générer les nouveaux modèles qui arrivent, que l'on ne connaît pas encore, qui sont même d'ailleurs en cours de discussion, donc pour certains. Voilà, donc ça fera l'objet de la discussion. Donc 3 points envisagés. Tout d'abord, les modèles connus, on travaillera essentiellement donc, sur l'association. Ensuite, les modèles prospectifs, c'est-à-dire ceux qui viennent, je dirais, ceux qui sont encore en discussion et qui sont issus notamment donc, du projet de loi ESSOC. Et puis enfin, on se posera plus particulièrement, puisque c'est l'objet de ce séminaire, la question de savoir s'il existe des regroupements universitaires qui soient plus adaptés pour les sociétés ultramarines. Et 2 questions auxquelles on pourra répondre, savoir s'il s'agit et si ça serait pertinent donc, de créer une université européenne ultra-périphérique, et enfin la question donc, de la mise en place de l'université de l'océan Indien. Je vous propose tout de suite de passer la parole donc, à Madame Christine Gangloff-Ziegler qui va vous parler donc, de l'association. Merci beaucoup et merci pour cette invitation donc, à partager des expériences telles qu'on les a mises en œuvre dans le cadre alsacien, puisque vous avez effectivement mentionné les différentes possibilités et en même temps injonctions ministérielles dans le cadre de regroupement des universités à partir de 2013. Et nous avons effectivement eu certains échanges avec notre grande voisine, l'Université de Strasbourg, puisque je dirige l'Université de Haute-Alsace qui est sur Mulhouse avec environ 10 000 étudiants. Et en fait, sur les 3 modes de regroupement, on était plutôt dans une vision qu'on pourrait qualifier un peu, enfin une vision négative, mais pas d'une manière péjorative, mais en tout cas, nous ne voulions pas de fusion. Strasbourg ne voulait pas de communauté d'universités et d'établissements. Et donc, nous avons choisi le modèle intermédiaire, à savoir le modèle de l'association. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, association 1901 dans un autre cadre. Il se trouve ici que lorsqu'on met en place le système de l'association
Mais dans le cadre de la loi de 2013, c'est une association sans personnalité morale. Donc c'est finalement une forme de groupement imposé par la loi, mais qui est relativement informel de ce point de vue-là, et qui se construit entre les parties, aussi bien en ce qui concerne les compétences que l'on fait le choix de plus ou moins déléguer, ou en tout cas de travailler en commun, le mode de gouvernance aussi que l'on va mettre en place. Donc l'avantage, c'est que c'est un modèle extrêmement souple, puisqu'il n'y a pas d'exigence particulière concernant la création de conseils, mise en place d'élections, etc., tel que ça pourrait exister, par exemple, pour les communautés d'universités et d'établissements. Alors, puisque dans le partage d'expérience, c'est aussi voir quels sont les avantages et quels sont les inconvénients qu'on peut trouver à ce système. Quand on parle des avantages, c'est un système évidemment bien moins intégratif que le serait une fusion, c'est une évidence. C'est aussi beaucoup moins lourd qu'une commu. Donc, ce qui est vraiment apprécié par l'ensemble des établissements associés, c'est bien cette grande souplesse que cela permet, l'absence aussi de superstructure telle qu'on le verrait pour une commu. Et le maintien de l'identité aussi de chacun des établissements, puisqu'il ne s'agit pas d'un modèle intégratif. Ce qui a été un élément vraiment important aussi et très discuté au départ, c'est la mise en place d'un comité de pilotage à parité entre l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris en considération la taille des établissements, mais pris en considération plutôt leur identité. Donc même entre une école d'ingénieurs avec 200 étudiants et l'université de Strasbourg avec près de 50 000 étudiants, on a considéré qu'on était en représentation à parité. Mais en soi, ce n'est pas une difficulté, je dirais, par rapport aux décisions ou autres, dans la mesure où le comité de pilotage n'a pas véritablement de pouvoir de décision au sens où ça imposerait aux autres établissements ensuite. Il y a des positions qui sont prises au niveau du comité de pilotage et ensuite chacun revient vers son conseil d'administration pour le faire valider, ce qui fait que même si on n'a pas de représentants qui seraient élus hors les instances de gouvernance de chaque établissement, qui fait partie de ce comité de pilotage, ça ne pose pas non plus un problème de démocratie universitaire, puisqu'à chaque fois on revient vers notre conseil d'administration. Ça permet aussi de limiter la consommation de temps, parce que je crois que dans les universités, on est aussi très limité de ce point de vue-là. Ça limite les coûts des déplacements. On n'a pas de personnel spécifique dédié au fonctionnement, puisqu'à partir du moment où il n'y a pas de personnalité morale, il n'y a pas non plus de moyens qui sont gérés directement par l'association ou de personnel géré par l'association. En tout cas, c'est un établissement qui peut être amené à gérer des financements ou des personnels qui seraient dédiés à telle ou telle action. À noter aussi qu'on peut combiner les différents modèles et avoir la commu, par exemple, des associés à une commu, enfin, c'est-à-dire qu'il y a une certaine souplesse de ce point de vue-là. À noter un avantage que nous, on considère qui n'est pas totalement mineur, même si parfois il pourrait y avoir des discussions, lorsqu'on compose les comités de sélection, on reste des établissements distincts. Et donc, on peut ainsi participer au comité de sélection des uns et des autres, ce qui permet d'éviter de partir trop loin aussi pour chercher à les constituer. Alors évidemment, il y a aussi des inconvénients. Le modèle de l'association, ça veut dire que nous sommes associés à l'Université de Strasbourg, l'INSA de Strasbourg est associé à l'Université de Strasbourg, etc. Donc c'est un peu un modèle qu'on pourrait qualifier en marguerite, où les conventions d'association sont chaque fois élaborées entre... Je n'utilise pas trop le terme chef de file parce que c'est un terme qui est utilisé après, mais dans le texte, c'est en fait un coordinateur de site, ce qui n'est pas tout à fait quand même il y a un glissement sémantique en fait de ce point de vue-là qui n'est pas tout à fait neutre, mais le rôle, c'est la coordination du site. Donc normalement, chaque convention d'association est conclue comme ça, alors que dans un modèle d'association classique type loi 1901, en fait, en réalité, c'est l'ensemble des acteurs qui travaillent ensemble. Alors il y a ce choix aussi où les conséquences, mais appliquées plutôt par le ministère, de ce qu'est un coordinateur de site qu'il appelle chef de file, avec par exemple des courriers qui ne sont envoyés qu'aux chefs de file et qui ne sont plus envoyés aux établissements. Et donc là, il y a eu un travail de lobbying assez fort et évidemment de contestation aussi de la manière de faire. La question du nom du regroupement, nous on a fait le choix de s'appeler, mais ça avait été fait très en amont, mais Université de Strasbourg, mais en fait c'est un problème de donner
à l'association le même nom que celui d'un établissement, parce que finalement, on ne sait pas de quoi on parle. Et quand on parle Université de Strasbourg, est-ce qu'on parle du regroupement ou est-ce qu'on parle de l'établissement Université de Strasbourg, avec parfois des ambiguïtés qui peuvent plus ou moins servir et qui peuvent... Donc, je crois que Aix-Marseille a fait un autre choix, de donner un autre nom, et je crois que c'est plus pertinent vraisemblablement parce qu'on sait de quoi il est question. Ça peut aussi poser un problème lorsque du coup un établissement qui est chef de file parle pour les autres alors qu'il n'a pas véritablement qualité pour le faire parce qu'on n'est pas dans un système de représentation mutuelle. À noter aussi qu'il faut être à chaque fois conscient lorsqu'on se regroupe, et là quel que soit le modèle, que parfois on coopère et parfois on est en compétition sur un certain nombre d'appels à projets. Il faut être très clair aussi sur qu'est-ce qu'on travaille en commun et qui travaille quoi pour les autres en distinguant bien cet aspect coopération et compétition et en admettant qu'on puisse être dans les deux modèles sans que ça entache les possibilités de coopération. Alors ce qu'on fait en commun, parce qu'évidemment c'est peut-être le projet doit être généralement déterminant quand on choisit de se regrouper, donc c'est vraiment le point sur lequel je vous conseillerais de travailler d'abord avant de parler de la question institutionnelle, même si en 2013 finalement on nous a demandé de parler d'institutionnel avant de parler de projet, ce qui à mon avis était une erreur. On a mis en commun les écoles doctorales, je dois dire qu'on y a été assez... forcé, si on peut dire, parce que ça n'avait pas été un choix initial du point de vue de l'Université de Haute-Alsace. Et là, les pressions étaient extrêmement fortes avec, évidemment, non-accréditation de nos écoles doctorales et donc la demande de travailler avec celles qui étaient portées par l'Université de Strasbourg pour en faire des écoles doctorales de site. Nous avons mis en place un schéma documentaire, directeur documentaire au niveau alsacien avec des financements qui étaient attribués dans le cadre du contrat quinquennal encore à ce moment-là. Le schéma directeur de la vie étudiante aussi qu'on a essayé de travailler ensemble, même si c'est évidemment plus facile, et vous allez avoir la même difficulté, c'est évidemment plus facile de faire un schéma directeur de la vie étudiante quand on est tous sur la même ville par exemple, que de le faire lorsqu'on est plus à distance, parce que la mutualisation est évidemment plus limitée sur un certain nombre d'outils. On a augmenté l'éco-accréditation, on a parlé du nom tout à l'heure, même si celui-ci est un problème aujourd'hui. Nous avons rapproché un certain nombre de laboratoires aussi pour pouvoir atteindre certaines dimensions critiques, intégrer un certain nombre d'enseignants-chercheurs, notamment de l'Université de Haute-Alsace, dans des laboratoires de l'Université de Strasbourg, mais ça peut être à l'inverse, évidemment en nombre moindre. Et on a mis en place aussi un plan de formation commun à tous les personnels, ce qui ouvre les possibilités de formation pour les uns et pour les autres. Mais là aussi, quand on est à 100 km de distance, c'est parfois plus simple lorsqu'il y a des différences. Une petite remarque, nous avons aussi un regroupement d'une autre nature au niveau européen que vous avez évoqué, puisque nous sommes membres de deux corps, le campus européen. Et là, nous avons constitué une personne morale. Donc, nous sommes dans un modèle intégratif plus important et sous la forme d'un groupement européen de coopération territoriale. Donc, ça nous permet ici d'avoir des financements, d'aller chercher aussi des financements européens dans ce cadre-là. Et c'est vraiment pour ça que je vous dis, travaillez le projet d'abord. Qu'est-ce que vous voulez faire ensemble ? Quel est le modèle économique aussi que vous envisagez dans ce cadre-là? Et ensuite, d'adapter le modèle institutionnel à ces choix-là. Alors, j'aurais peut-être juste une question. Justement, c'est la question finalement du financement, parce que vous l'avez dit, il n'y a pas de personnalité morale, donc il n'y a pas de patrimoine. Au final, s'il y a des subventions, comment elles sont réparties? Sur les appels à projets, comment vous faites? C'est-à-dire que c'est des sortes de joints de voiture, entre guillemets, avec une détermination et une répartition finalement de tout ce qui rentre en termes de ressources propres. Oui, effectivement, par exemple, nous avons porté un projet NCU que nous avons obtenu et Strasbourg était partenaire dans ce cadre-là et donc on définit dans le cadre de l'appel à projet quelles sont les sommes qui reviennent aux uns et aux autres. Donc il faut aussi qu'on soit clair sur la manière dont ensuite on répartit les financements, mais sur un certain nombre d'autres appels à projet, on peut imaginer que l'un porte pour les autres et donc va faire aussi pour les autres, y compris évidemment en coopération avec des personnes qui interviennent, mais dans ce cas-là, la partie financière peut être portée par un établissement pour un autre. Est-ce que vous souhaitez réagir sur cette forme de regroupement?
Bien, merci Christine pour cette présentation qui est très, très intéressante. C'est un mode d'association qui permet d'avoir beaucoup de liberté. Donc j'ai l'impression que cela ne change pas grand-chose par rapport aux universités telles qu'elles existaient avant l'association. Même l'harmonisation, je me demande comment vous faites pour harmoniser vos actions. Tu dis bien qu'il y a un regroupement des écoles doctorales, un regroupement de la documentation, du schéma étudiant, mais est-ce qu'il faut vraiment que les différentes universités soient très impliquées pour accepter de modifier leur mode de fonctionnement, parce qu'en réalité, il n'y a rien qui les oblige. Il n'y a absolument rien. Chacun doit faire en fonction de lui-même, quoi. Oui, tu as raison, effectivement. C'est un modèle choisi d'une certaine manière, où vraiment on décide des compétences que l'on met ensemble et quant à la manière dont on va les mettre en place. Et comme il n'y a aucune personnalité morale, d'une certaine manière, ces collaborations sont possibles indépendamment de ce système de regroupement de l'association. Et je dois dire que ce n'est pas la loi de 2013 qui nous a fait inventer des coopérations interuniversitaires qui existaient déjà auparavant. Alors, tu dis aussi que donc, vous réunissez, vous discutez, et après chacun va dans son conseil, à son conseil d'administration pour en parler. Alors, quand il y a des divergences entre l'association et le conseil d'administration, comment vous gérez ça? En fait, c'est jamais arrivé, parce qu'on travaille sur un certain nombre de points. Alors, il y a eu des discussions, effectivement, par rapport aux écoles doctorales au départ, et donc au projet que ça pouvait générer. Mais en fait, on travaille en amont aussi avec les équipes et on arrive sur des positions consensuelles qu'on peut ramener comme ça vers les établissements. Et dès lors qu'on est d'accord au niveau du comité de pilotage, ça veut dire aussi qu'on les porte politiquement. Et je crois que c'est aussi ce portage politique. Si évidemment on discute de quelque chose au niveau de l'association, on ne s'exprime pas et ensuite devant son conseil d'administration, on indique qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là, ce serait difficile d'avancer. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut se dire les choses. Donc parfois c'est assez actif aussi, ces comités de pilotage, où chacun dit ce qu'il pense. Mais c'est quand on arrive à des positions communes qu'on va aller les porter. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait agir? C'est un modèle qui est uniquement franco-français, hein, qui ne peut pas intégrer du coup des modèles étrangers. Et du coup, ça pose la question de savoir si finalement le droit français est vraiment très adapté, je dirais, à la constitution de groupements internationaux. Enfin, très honnêtement, le choix de coopérer, et là on met en place au niveau international une convention de coopération, on peut faire exactement la même chose que dans le cadre justement du type d'association qu'on a mis en place ici. Parce qu'en fait, c'est si informel d'une certaine manière, même si c'est prévu par la loi de 2013, parce que je regarde aussi Emmanuel, notre juriste dans ce cadre-là, ce modèle pourrait très bien transcender les frontières. Oui, pour peu qu'on décide de l'adapter finalement, tout à fait. Ce serait peut-être un des points qui pourrait être travaillé justement. Et votre convention ne serait pas une convention peut-être d'association, mais simplement une convention de coopération entre les différents établissements, où vous définissez aussi ce que vous faites ensemble. Est-ce que vous acceptez aussi que l'un fasse quelque chose pour les autres et le porte collectivement? Quels sont les moyens aussi que vous décidez d'affecter dans ce cadre-là? Parce que ça ne sert à rien d'avoir une stratégie si à côté de ça, vous n'y orientez pas un certain nombre de financements qui justement sont destinés à traduire la stratégie que vous avez choisie. Merci beaucoup. Ma question porte sur, est-ce que vous avez fait une évaluation du système que vous avez mis en place et de quelle manière ça converge vers cette idée de rassemblement des différentes universités pour plus d'excellence? Est-ce que vous, par rapport à ce que vous avez mis en place, vous trouvez qu'il y a, en effet, vous êtes vers cet objectif-là? Alors, évaluation il y a, puisque il y a une évaluation de ce qu'on appelle le site, donc du regroupement par le Haut Conseil à l'évaluation, donc le HCRS.
on travaille collectivement, et quand vous parlez de l'excellence, en fait, on a essayé de réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait ensemble qui donne plus de visibilité du site, c'est-à-dire quand est-ce que c'est pertinent, quand est-ce qu'il y a une plus-value à travailler ensemble, et quand est-ce qu'il n'y en a pas. Et donc, par exemple, sur une meilleure visibilité globale du site, et c'est d'ailleurs ce qui, au départ, nous avait fait choisir le nom Université de Strasbourg, c'est dire qu'en additionnant, par exemple, tous nos docteurs, même s'ils sont inscrits dans chacun des établissements, en ayant une signature commune qui commence par Université de Strasbourg, même si après apparaît Université de Haute-Alsace, c'est dire on donne plus de visibilité au site dans son ensemble, et donc chacun peut en bénéficier. Donc il y a eu vraiment cette réflexion, c'est quand est-ce qu'il y a plus-value, et ça a du sens de travailler ensemble, et quand finalement c'est plus pertinent de travailler à l'échelle de l'établissement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. L'idée, c'était de demander si vous aviez une espèce de performance indicators qui vous rapprochent. Et ce que vous faites maintenant, est-ce que c'est mieux que ce que vous faisiez avant? Et est-ce que c'est plus proche du rassemblement dont l'État souhaiterait avoir? C'était ça un peu donc le but. Quels sont les performance indicators que vous avez mis en place, quoi? Après, si vous l'évaluez par rapport au classement de Shanghai, qui était un des moteurs importants dans la loi de 2013 pour ces questions de regroupement, je veux dire que c'est assez difficile de le mesurer. L'enjeu, honnêtement, très honnêtement pour nous aujourd'hui, est plus ECOR, donc le groupement européen de coopération territoriale, que le regroupement sur le plan alsacien. D'accord, je vous remercie. Alors peut-être pour aller plus loin et dans la prospective, Emmanuel, oui, puisque tu souhaites projeter. C'est la question de savoir donc quels sont les nouveaux modèles qu'aujourd'hui offre la loi et le projet de loi. Oui. Et le PowerPoint est lancé, c'est bon ? Pour faire des regroupements internationaux. Oui, c'est celui-là. Et donc la question est de savoir si ces nouvelles formes, bien évidemment, ces nouvelles formes de regroupement pourront être adaptées ou non, je dirais, à de l'intégration, de la coopération donc internationale. Voilà, donc Emmanuel Roux va nous dire tout ça. Merci Anne-Françoise. Mesdames, Messieurs, merci de m'accueillir. C'est pour moi une forme de Madeleine de Proust de me retrouver ici. Comme tu le disais tout à l'heure, j'ai commencé ma carrière il y a un quart de siècle ici, ça ne rajeunit pas, mais c'est toujours avec un plaisir réel que je me retrouve à l'Université de La Réunion, où j'ai laissé beaucoup de souvenirs, et également quelques missions par la suite qui m'ont amené, pas forcément si loin d'ici, effectivement, vers Mayotte. Et je crois qu'on va parler justement de cette question de géopolitique locale à travers la thématique donc, sur laquelle j'interviens, comme tu disais Anne-Françoise, sur la loi ESSOC, ça marche, et donc sur les expérimentations qui sont en cours, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit et de l'expérience qu'a amené Christine à l'instant, de voir comment on peut continuer à réfléchir sur le moyen de travailler ensemble au niveau des universités françaises, sachant qu'il n'y a pas d'exclusive, on ne parle pas uniquement des universités hexagonales, toute université relevant du droit français est susceptible d'émarger au nouveau dispositif expérimental qui va être mis en place, mais il y a d'ores et déjà peut-être une limite par rapport à la présentation que je vais faire, on va rester dans le cadre du droit français, ce qui fait que lorsqu'on essaie de transposer la réflexion qu'on va mener à travers les expérimentations, je crois que depuis la Réunion, il faut avoir deux niveaux de réflexion. Est-ce qu'on parle du travail en commun des universités relevant du droit français, auquel cas elles pourraient peut-être effectivement entrer par cercle concentrique dans le cadre des expérimentations dont on va parler, parce qu'elles vont toutes relever du même dispositif et vont donc répondre aux mêmes injonctions. Dès lors qu'on intègre la présence d'universités qui ne relèvent pas du droit français et qui donc sont des universités étrangères, là, le mode que va proposer l'ordonnance expérimentale, à mon avis, trouvera ses limites, tout simplement parce que la législation n'est pas la même et qu'on sort complètement du cadre pour lequel les rapprochements ont été imaginés depuis la loi ESR, qui est quand même une approche franco-française de la question, et le droit ne sera pas le seul à être un obstacle. Je pense qu'il y aura des questions, des considérations également régionales et géopolitiques qui le seront aussi. Donc tout dépend de savoir de quoi on parle en réalité par rapport à la construction qu'on veut faire, et au-delà même du projet, et c'est bien ce que disait Christine tout à l'heure, il faut savoir de quoi on part. Les structures, elles sont là pour s'adapter, pour s'adopter suivre ce projet, mais certainement pas pour le décider à la place, justement,
simplement de ce qu'on veut y faire dedans, parce que sinon on crée des coquilles vides, et c'est bien justement une des problématiques d'une des formes de regroupement dont on parlait tout à l'heure, qui sont les communes, qui en France ont été utilisées et assez largement, pour arriver aujourd'hui, je vais y venir dans un instant, à un constat qui est celui que ça n'a peut-être pas tenu ses promesses, mais tout simplement parce qu'on a voulu plaquer un modèle au niveau du travail universitaire français, qui n'était pas forcément un modèle attendu, qui est un peu tombé du ciel, qui a dégringolé si on peut dire, et vers lequel on a été parce qu'on n'avait pas le choix. Et ça c'est bien un rappel à faire aussi important, et je crois que là aussi Christine le dit en filigrane tout à l'heure, nous n'avions pas le choix avec la loi ESR, c'était une loi qui portait une injonction, on ne devait plus trouver une université isolée dans le cadre hexagonal, elle devait un peu, comme ça a été le cas 15 ans auparavant au niveau des intercommunalités, travailler ensemble, puisque c'était vraiment l'analogie qu'on avait, avec la loi Chevènement en 99, on dit qu'il ne doit plus y avoir une seule commune qui travaille ensemble, on va créer des établissements qui vont les regrouper. Évidemment, en filigrane, il y avait l'idée de se dire, si on les regroupe, elles vont apprendre à travailler ensemble, et puis elles vont toutes se projeter vers un modèle unique, et donc elles vont disparaître, parce que c'est ça, au bout du compte, l'idée, si on veut être honnête, pour ne former plus qu'un seul, pour être plus visible, eh bien cette logique qu'on a essayé d'appliquer en 99 avec les intercommunalités, qui n'a pas forcément abouti, vous l'aurez observé, eh bien on a essayé de la plaquer un peu en 2013 avec la loi ESR, et avec donc la question des regroupements universitaires. Sauf qu'il y avait quelques sites qui étaient prêts à cela, qui avaient même anticipé la démarche de travail en commun, qui était même dans le cadre de fusion. On a l'exemple de Strasbourg, on a aussi l'exemple de l'Université d'Aix-Marseille, qui avait engagé ce travail, et puis il y avait d'autres sites qui n'étaient absolument pas arrivés à maturité pour faire cela, ou qui n'en avaient tout simplement pas envie. Et c'est parce qu'ils n'en avaient pas envie qu'ils se sont retrouvés confrontés à cette injonction à laquelle il fallait répondre, parce que malgré tout, dans une république, on essaie de respecter la loi, et quand on était à la tête d'une PSCP, on essaie peut-être encore un peu plus de la respecter, donc il y avait l'obligation de faire quelque chose, mais ça peut-être pour certains été fait à contre-cœur. Et du coup, on a créé des coquilles vides, dont on se rend compte aujourd'hui, et il n'a fallu peut-être pas très longtemps pour s'en rendre compte, qu'elles n'ont pas tenu leurs promesses, que ce qu'on vendait comme étant peut-être des outils pré-fusionnels ne l'était pas du tout, et qu'il fallait peut-être revenir à quelque chose de plus fondamental, qui était le terrain, et que c'était du terrain que les modèles devaient partir. Et c'est dans ce cadre donc qu'intervient la loi ESSOC. Alors la loi ESSOC, c'est une loi fourre-tout en réalité, c'est une loi vraiment fleuve, vous avez plein de dispositions, c'est la loi en fait qui reconnaît le droit à l'erreur. Donc qui va permettre aux contribuables, par exemple, de battre sa coulpe auprès des impôts pour expliquer que quand il s'est trompé, il n'a pas fait exprès, pour ne pas avoir des pénalités au titre de l'erreur soi-disant qu'il a commise. C'est ça un peu la philosophie de la loi ESSOC. Donc autant vous dire que l'article 28 de cette loi, il est noyé au milieu de plein d'autres dispositions et que la focale n'est pas mise sur cet article. C'est bien nous qui focalisons dessus parce qu'il est susceptible d'amener une véritable révolution, et je pèse mon mot, au niveau de l'organisation de l'enseignement supérieur, qu'on doit s'interroger sur ce qu'il va être, est-ce qu'il tiendra ses promesses, mais aux yeux du grand public, c'est certainement pas ce vers quoi on va et qui est le plus commenté. Néanmoins, il faut avoir la mesure de ce qu'on nous propose à travers cet article, qui est en fait une expérimentation des modèles existants. Alors j'ai rappelé, mais je ne reviens pas sur ce que j'ai écrit, ce qu'était une expérimentation, parce que le ministère de l'Enseignement supérieur, depuis un an, utilise beaucoup le mot expérimentation à plein de niveaux, à plein d'échelles. On va expérimenter un nouveau dialogue de gestion, par exemple, avec la tutelle. Donc, comment les moyens vont être répartis désormais. On va essayer de nouveaux modèles que ceux qu'on existe. On va expérimenter aussi de nouveaux modèles universitaires. Mais l'expérimentation, c'est quelque chose de précis. En droit, c'est très encadré. Il existe une disposition de laquelle on part. On va déroger ça et là, dès lors qu'on aura fait la démarche de demander à déroger par rapport à la disposition de principe. On va tester sur le terrain pour voir ce que ça donne, et si ça fonctionne, eh bien on généralise. La logique d'une expérimentation, c'est, lorsqu'elle est positive, la généralisation derrière. Ce qu'il faut bien garder en tête, puisque l'ordonnance qu'on nous annonce au niveau du statut des universités est susceptible de créer plein de micro-modèles. Et il faut partir du principe que ces micro-modèles, s'ils aboutissent, doivent être généralisés. Donc on peut, à l'arrivée, avoir un catalogue de modèles qui peut être assez pléthorique. Donc il faut voir où sont les limites justement de l'exercice. Alors pour entrer dans le détail de la loi, je passe sur cette première diapositive, on va y revenir dans un instant. Sur le plan purement pratique, et pour vous donner ces repères-là, la loi prévoit en termes temporels, parce qu'il faut que cela soit évidemment encadré dans le temps, qu'on peut expérimenter de nouveaux modèles pour une période maximale de 10 ans. Donc cela veut dire que les établissements qui vont se lancer dans une expérimentation auront jusqu'à 10 ans pour tester le modèle, que ces modèles vont s'appuyer sur la rédaction d'une ordonnance. Cette ordonnance est appelée justement par l'article 28 de la loi ESSOC pour
sa rédaction. Alors, le délai initial pour rédiger l'ordonnance, une fois que la loi est votée, c'est 1 an, sauf que ce délai a été revu pour être ramené à 6 mois, puisqu'il y a eu toute une série d'amendements par rapport au texte initial. On est en fin de course, puisque la loi n'est pas encore votée, elle devrait être votée d'ici le mois d'août. Donc, on est sur un texte qui est au Parlement depuis le mois de janvier. Donc, vous voyez le temps, les allers-retours, commission mixte paritaire, on l'a écrit, réécrit, enfin, et cet article a eu beaucoup d'amendements. Donc, finalement, a priori, lorsque la loi sera sortie, on aura 6 mois pour rédiger l'ordonnance. L'ordonnance devra être approuvée en Conseil des ministres. Elle entrera en application. À partir de ce moment-là, les choses devront aller vite puisqu'une loi de ratification devra être déposée devant le Parlement pour que l'ordonnance prenne sa pleine valeur législative. Et entre-temps, on va observer les expérimentations sur le terrain et voir ce qu'elles deviennent. Sachant qu'il y a 2 autres points à préciser, le Parlement a exigé qu'au bout de 3 ans, le ministère revienne vers lui pour faire un état des lieux des différentes expérimentations et pour voir si, effectivement, il y avait des lueurs de réussite ou si c'était finalement voué à l'échec, ou certaines d'entre elles ne fonctionnaient pas, premier point. Et d'autre part, un dernier amendement qui a été, et c'est le dernier paragraphe sur la diapositive, a été rajouté il y a quelques semaines de la part du gouvernement, donc c'est un amendement gouvernemental, qui précise bien que quoi qu'il en soit, quel que soit le modèle qu'on va imaginer à travers l'expérimentation, on reviendra toujours au bout du compte sur les modèles existants. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, sauf une exception sur laquelle je vais revenir, de créer une nouvelle catégorie, une forme d'université. On doit entrer dans le modèle des universités existantes, sachant que la liste qu'évoque le Code de l'éducation est relativement limitative, parce que vous avez les universités, vous avez les écoles d'ingénieurs, enfin, vous avez différentes formes d'organisation, et vous avez également ce qu'on appelle les grands établissements, qui sont des formes complètement dérogatoires d'organisation, et cet amendement va permettre, le cas échéant, de créer de nouveaux grands établissements, une fois que l'expérimentation aura abouti. Alors, en synthèse, que retenir justement par rapport au fond du dispositif expérimental ? Eh bien que l'ordonnance offre et s'adresse à 239 entités. Donc c'est quand même assez colossal puisque vous avez 239 acteurs susceptibles d'entrer dans le modèle expérimental, 143 EPSCP, établissements publics, scientifiques, culturels et professionnels, 96 établissements publics administratifs, donc l'un comme l'autre sont concernés, et c'est les grandes familles d'établissements d'enseignement supérieur qui existent, et cette vaste famille donc se voit offrir 3 alternatives. Elle va pouvoir tester des nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion. Et là, forcément, l'énumération est importante parce qu'on sait définir ce que c'est qu'un regroupement ou une fusion. Anne-Françoise l'a rappelé tout à l'heure. Un regroupement, c'est soit une association dans le modèle de la loi ESR, la loi Fioraso, soit une commune qui répond aux injonctions de rapprochement. Une fusion, eh bien c'est 3 universités, 4 universités ensemble qui décident de ne faire plus qu'une et qui donc fusionnent, ça on a également le modèle. Simplement, l'ordonnance rajoute une 3e forme qu'on ne connaît pas, celle du rapprochement, qui paradoxalement n'est pas définie par l'ordonnance. Et il a fallu se lancer dans une sorte de spéculation pour comprendre ce que voulait dire le rapprochement. L'ordonnance aura vocation à définir ce que ça signifie. Simplement, ce qu'on en retient à l'heure actuelle, c'est que ça serait une forme d'association light. L'association telle qu'elle a été définie tout à l'heure par Christine, on partirait de ce modèle-là, sauf qu'il n'y aurait pas, et c'est essentiel, enfin c'est du moins très important, de chef de file. Parce que dans le modèle associatif qu'on décrivait tout à l'heure, c'est Strasbourg le chef de file, et l'université de Haute-Alsace est associée à Strasbourg. Vous avez d'autres modèles d'association, l'université d'Aix-Marseille qui est associée avec l'université d'Avignon et l'université de Toulon. Mais le chef de file, c'est Aix-Marseille. C'est Aix-Marseille qui va donc négocier le contrat de site avec la tutelle. Ce ne sont pas les autres établissements. Le rapprochement amènerait comme conséquence qu'il n'y aurait plus cette logique de chef de file, il n'y en aurait pas un qui parlerait pour les autres, tout serait à égalité. Après, sur la traduction juridique du modèle, on serait très proche d'une association, c'est-à-dire qu'on aurait des conventions qui reconnaîtraient à chaque établissement des compétences et des mutualisations, puisqu'on est sur de l'interuniversitaire, ni plus ni moins. Et finalement, l'interuniversitaire, on en parle depuis 20 ans. Donc ça serait une forme peut-être d'organisation beaucoup plus souple qui reviendrait vraiment et qui ferait vraiment des universités les acteurs qui reprendraient la main d'une certaine façon de leur destin, mais qui interrogerait sur l'existence d'un éventuel contrat de site. On ne parlerait plus de contrat de site, mais on reviendrait peut-être à parler de contrat d'établissement. Donc il y a beaucoup de conjectures autour de cela, beaucoup d'interrogations. L'ordonnance le précisera. Une fois qu'on sait dans des 3 modèles, on va rentrer rapprochement, regroupement, fusion. Après, on a 3 autres alternatives. On va pouvoir tester soit la possibilité d'expérimenter de nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement des établissements existants,
qui soit le résultat d'une fusion ou intégré au sein d'un regroupement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie deux choses. D'une part, qu'il faut, pour entrer dans le dispositif, qu'on s'inscrive dans le cadre d'une politique de site. Ce qui signifie qu'il faut qu'on démontre à l'État, qui acceptera l'expérimentation, que la démarche est une démarche de site qui tente à tester quelque chose de nouveau. Donc une université isolée, par définition, ne peut pas rentrer dans ce modèle-là, puisqu'il faut être un ensemble d'universités pour le faire. Premier point. Deuxième point, possibilité d'expérimenter de nouveaux modes d'organisation territoriale. Le premier et le deuxième point étant pouvant se cumuler l'un par rapport à l'autre, ça signifie qu'on sort du cadre académique. Ça signifie que le modèle expérimental pourra être utilisé entre deux académies ou entre plusieurs sites au sein d'une même académie. Enfin, troisième alternative, possibilité de se regrouper au sein d'une nouvelle catégorie de PSCP en conservant, le cas échéant, la personnalité morale. Ça, c'est vraiment l'aspect peut-être le plus novateur du dispositif, puisque, alors que dans le premier et le deuxième cas, vous le voyez, il n'y a pas de création d'établissements publics, ce sont des établissements publics qui vont tester, existants déjà, qui vont tester d'autres modèles. Là, on va créer une nouvelle catégorie d'établissements publics qui aura vocation à abriter d'autres établissements publics qui conserveront leur personnalité morale. Et ça n'existe pas pour le moment, parce que on a parlé des communes, mais les communes n'ont pas une logique d'organisation verticale telle qu'on l'imagine ici. Ce sont les universités qui ont donné aux communes les maigres compétences qui sont les leurs. Là, on crée un établissement qui a ces compétences et l'on place en dessous d'autres établissements qui conservent leur personnalité morale, donc qui restent des acteurs de droit. Il n'y a pas de suppression de la personnalité morale, mais qui doivent néanmoins entrer dans le cadre d'une politique générale fixée par l'établissement. Alors, pour tout dire, ce modèle, il sert surtout à répondre à des cas spécifiques sur le territoire hexagonal, le cas de Saclay par exemple, la commune PSL. Vous avez quelques cas spécifiques où vous avez des universités, des écoles qui travaillent ensemble, qui vont accepter de former cette nouvelle forme d'établissement pour avoir des financements PIA, très clairement, mais les écoles veulent conserver leur personnalité morale. Alors, pour terminer, pour ne pas être plus long, quelle est l'opportunité du nouveau dispositif tel qu'on l'imagine, ou quelles sont les opportunités qu'on voit arriver? On peut en citer trois. D'abord, faire sauter le plafond de verre de l'organisation institutionnelle universitaire, sortir du modèle unique, tester de nouveaux modèles, voir s'ils fonctionnent, donner de l'oxygène finalement à tout ça, offrir une forme de sur-mesure à tous les sites intéressés. La critique récurrente a été jusqu'à présent de dire c'est le législateur qui a plaqué sur le territoire un modèle unique. On voit les limites et les communes ont pu démontrer justement les limites de l'exercice. Laissons les sites faire, et la ministre de l'Enseignement supérieur le dit régulièrement, laissons les sites s'exprimer. Et enfin, sortir des carcans institutionnels, donner de la souplesse, réorganiser autrement les choses, faire en sorte par exemple de reconfigurer les CA, limiter le nombre de membres, augmenter le nombre de personnalités extérieures. Le champ des possibles est ouvert. Il y a aussi des risques. Forcément, dans tout projet, il y a du positif et puis peut-être, sans dire que c'est du négatif, néanmoins une part de risque. Forcément, si vous laissez à chaque site le soin de dire comment il veut être organisé, eh bien, vous risquez de créer des sites à différentes vitesses. Des sites qui auront des objectifs différents et des sites qui ne répondront pas au même modèle d'organisation. Ils pourront par ailleurs en faire de leur modèle d'organisation un argument d'attractivité. Venez chez moi, ça fonctionne plus facilement, c'est plus simple, c'est plus fluide qu'ailleurs. Qui peut dire que cet argument ne sera pas utilisé. Le régime juridique de le PSCP expérimental que je viens rapidement d'expliquer pose des questions en droit, parce que jusqu'à présent, et pour faire très court, il n'a jamais été démontré qu'un établissement public pouvait abriter des personnalités morales, de droit public qui conservaient leurs prérogatives juridiques. On ne sait pas comment vraiment combiner les deux, et il y a un vrai obstacle juridique à le faire, puisque semble-t-il, il y a un principe d'autonomie de l'établissement public qui risque d'être très limité par rapport à ceux qui seront intégrés dans le PSCP expérimental. Et puis au bout du compte, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'atteinte au principe d'égalité et d'unité de la République? On fonctionne selon un principe classique, bien connu, historique. Les établissements publics d'enseignement supérieur sont tous organisés de la même façon. On n'a jamais remis en cause ce dogme d'organisation statutaire, même si concrètement on a vu au fur et à mesure naître des dérogations de plus en plus nombreuses, par une entrée qui était celle du grand établissement, et beaucoup d'établissements ont pu bénéficier justement de dérogations par rapport au cadre national, justement se servant
de ce qui était au départ quelque chose de précis et qui était complètement dilué. Donc autant être honnête, c'est vrai, il y a des différences entre les sites, mais jusqu'où peuvent aller ces différences? Donc à voir comment les choses se passeront. Réponse dans les quelques mois à venir, hein, puisque l'ordonnance devrait être livrée a priori dans sa version lambda ou 0 à partir du mois de septembre, elle va être discutée, et si le calendrier est respecté, elle devrait être adoptée en Conseil des ministres d'ici le mois de décembre. Voilà, donc nous suivons ça avec une passion non feinte pour voir comment les choses vont évoluer. Merci de votre attention, j'espère ne pas avoir été trop technique, c'est un sujet très très vaste, hein, donc forcément en si peu de temps, et j'ai été trop long, c'est difficile, mais je répondrai à vos questions bien sûr, puisque je pense que cette présentation générale peut ensuite être extrapolée par rapport à vos attentes locales, pour voir justement comment cela peut se mettre en place. Merci beaucoup Emmanuel. Bon, je crois qu'il est urgent d'attendre, hein, c'est ce qu'il faut je dirais conclure à l'issue de ta présentation. Est-ce que ce nouveau mode de regroupement vous fait réagir? Est-ce que vous avez des questions à poser sur cette problématique compte tenu des nombreuses incertitudes bien évidemment que ça soulève? Emmanuel, si je comprends bien, tous ces modes de regroupement sont des modes dérogatoires en fait. Ils sont tous dérogatoires. Ils ont tous vocation à être dérogatoires et à être expérimentaux, c'est-à-dire que rien n'est gravé dans le marbre. C'est le principe même de l'expérimentation, c'est ce que je disais en préambule. Ce qui permet d'une part de rassurer en indiquant que on n'est pas obligé de l'adopter au bout du compte et finalement rien ne sera gravé dans le marbre. Ce qui permet aussi de dire on donne de la souplesse et on laisse au site le soin de s'exprimer et d'être un peu originaux, un peu exotiques dans le cadre de leur modèle d'organisation. Donc c'est en fait essayer de ménager deux impératifs qui a priori pourraient être contradictoires. Mais c'est vraiment l'approche didactique du projet, hein. Clairement ça apparaît comme ça. Je pense que la question n'est pas de braquer aussi, en indiquant, en gravant dans le marbre immédiatement des dispositifs qui pourraient ne pas fonctionner. On va les tester, puis on va voir ce que ça donne. Alors, c'est dérogatoire comparé à quoi? Est-ce qu'on va comparer ces nouveaux modèles à nos modèles antérieurs, ou alors on va créer quelque chose de tout à fait différent et on va les comparer entre eux? On ne va pas aller à un niveau extrême d'originalité, je crois, dès lors que le dernier amendement déposé il y a quelques semaines par le gouvernement obligera de toute façon l'expérimentation à atterrir sur un des modèles de PSCP existants ou de PA existants. Donc on n'ira pas très loin. Par contre, dans le cadre de ce qui existe, on pourra imaginer des dérogations très fortes en termes d'organisation statutaire. Des retours que j'ai pour le moment, mais je ne suis pas dépositaire de l'intégralité des informations, il y a deux grands pôles en fait qui se constituent. Il y a la question du rapprochement qui intéresse de plus en plus de sites qui se disent que, et en particulier des sites qui sont dans des communes et qui se disent que finalement ça ne fonctionne pas aussi bien que ça et qu'il faudrait peut-être en sortir. Et le rapprochement pourrait être un travail en commun à minima, donc certains sont vraiment dans cette dynamique-là. Et puis il y a les sites qui sont vraiment dans la logique de l'EPSCP expérimental avec maintien de la personnalité morale, mais là on est sur des approches qui sont très souvent liées au PIA en fait. Pas exclusivement, hein, puisqu'il y a quelques sites qui se positionnent là-dedans et qui ne sont pas forcément en PIA, ce sont les sites où il y a des écoles par exemple, et dont les écoles veulent gagner un ensemble plus visible, en fait un chapeau plus large tout simplement. Mais voilà, après ça sera vraiment des considérations locales qui vont le justifier. Et ça reste, encore une fois, français hein, comme approche. Donc forcément, là-dessus, même si l'ordonnance a vocation à déroger à la loi, on pourrait, par extraordinaire, imaginer que des organismes de droit étranger gagnent le modèle expérimental, mais je vois mal ensuite la finalité de tout ça. Parce que lorsque la loi ESR sort, elle a bien vocation, la tutelle a bien vocation à s'adresser aux établissements de droit français pour réorganiser justement leur fonctionnement avec des problématiques qui sont également budgétaires. C'est-à-dire qu'on a un interlocuteur qui verse le budget est réparti, enfin voilà, ça reste vraiment du fonctionnement français. Je ne vois pas du tout comment on pourrait combiner la présence d'un établissement étranger par rapport à ça, par rapport à cet aspect-là. Ou alors il faudrait vraiment imaginer des cercles concentriques de fonctionnement qui placeraient les établissements de droit français au cœur du fonctionnement et qui mettraient en satellite ensuite les établissements qui ne seraient pas de droit français. Mais ça me paraît difficile parce qu'on ne pourrait pas les traiter forcément de la même façon.
Donc je pense que la problématique, elle s'adresse d'abord aux universités de droit français ultramarines. Parce que rien n'empêche par contre qu'au niveau de l'ordonnance, on imagine un système de travail en commun qui passerait par un de ces modes d'organisation. Parce qu'il n'y a pas, enfin, la continuité territoriale, justement, elle n'existe plus, puisqu'on peut sortir de cette logique de continuité territoriale. C'est le deuxième paragraphe de l'article 28 tel que je l'ai lu. Donc rien n'est impossible, a priori. Néanmoins, il y aura un contrôle qui sera fait par la tutelle pour voir si ça tient la route, tout simplement. Sur cette question de continuité territoriale, c'est forcément une question de continuité territoriale qui va, je dirais, de l'Hexagone vers un autre territoire ultramarin. Ça veut dire que ça ne pourrait pas s'appliquer, par exemple, entre territoires ultramarins. Non, on la raisonne plutôt de la façon dont c'est rédigé au niveau des répartitions académiques métropolitaines. C'est ça en fait, c'est-à-dire que la loi ESR indiquait bien que les regroupements devaient exister dans un cadre territorial donné qui était celui de l'académie, a priori. Pas de la région, de l'académie. Et du coup, forcément, parce qu'on se rend compte qu'il y a des établissements qui ne sont pas dans la même académie qui veulent travailler ensemble, on est bien obligé de considérer qu'on va déroger au dispositif justement de la loi ESR pour permettre à ces établissements de créer quelque chose ensemble. Je donne un exemple, si moi demain, l'université de Nîmes, j'ai envie de travailler avec l'université d'Avignon, on est à 45 km de distance les deux universités, nous ne sommes pas dans la même académie, nous ne sommes pas dans la même région. Je ne peux pas le faire. La loi ESR aujourd'hui est un verrou par rapport à ça. Je pourrais expérimenter un nouveau modèle pour justement voir si ça pourrait fonctionner. Après, il faudrait que la tutelle soit d'accord, et les sites aussi, accessoirement. Mais voilà, c'est plus, là c'est vraiment très métropolitain. Mais si on extrapole, ça veut dire que si demain l'Université de la Réunion, je fais la science-fiction totale, hein, mais veut intégrer le dispositif expérimental à travers l'ordonnance avec l'Université des Antilles, par exemple, juridiquement, je ne vois pas d'obstacle à ce qu'on puisse le faire. Ou avec le CUFR de Mayotte, évidemment, puisque c'est un EPA, donc il pourrait rentrer aussi dans cette dynamique-là. Ou avec la Guyane, voilà, ça ne poserait aucune difficulté. D'accord, merci. Le temps court, je vous propose tout de suite d'évoquer peut-être des modèles qui pourraient justement accueillir pour le coup donc, des universités étrangères. Et je vais tout de suite donner la parole donc, à Jean-Pierre Chabriat qui va nous parler donc, de sa mission de préfiguration de l'Université de l'Océan Indien. Pour parfaire ma biographie, après 50 ans de vie, je pense que je pourrais affirmer deux caractéristiques essentielles qui vont éclairer d'une certaine façon mon propos. Voilà. Donc je suis tout d'abord fidèle et ensuite rebelle. Donc fidèle à des convictions et totalement rebelle à ce qu'on appelle l'impossible. Donc ça va vous éclairer le sens de la démarche ensuite sur la notion d'université de l'océan Indien. Pour resituer le contexte, donc en mars 2017, 3 ministres de l'État français, donc de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de l'Outre-mer, Mme Erika Barej, monsieur le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, M. Mandon, nous ont confié à M. Luc Alade, qui est ambassadeur, et à moi-même une mission de préfiguration de l'Université de l'Océan Indien. Alors, pour tout vous dire, quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce projet date de 1995. Et une première université de l'océan Indien a existé pendant une dizaine d'années avant de s'éteindre. En 2005, à peu près, j'ai essayé de retrouver les traces dans les archives. Donc, c'est à peu près en 2005 où le projet s'est éteint. Alors, cette date est importante simplement parce qu'en 1995, il faut bien resituer les choses, Google n'existait pas. Le réseau Internet à La Réunion démarrait à peine, il n'y avait pas de fibre optique, la connectivité aérienne entre les îles de l'océan Indien démarrait à peine, si ce n'est la connexion entre l'île Maurice et La Réunion. Donc nous étions dans un contexte finalement relativement défavorable à la mise en place d'une université de l'océan Indien, puisque quand bien même en termes d'université existait véritablement l'université de Maurice, l'université de La Réunion, aux Seychelles il n'y avait pas d'université, aux Comores il n'y avait pas d'université,
et le centre universitaire de Mayotte était sans doute en projet. Donc voilà, donc un contexte particulièrement difficile, et en plus le modèle qui a été choisi à l'époque c'était une mise en réseau avec finalement un réseau qui n'existait pas. Donc il y a eu quand même des volontaires, il y a eu quand même des démarches et des acteurs qui ont œuvré pour la mise en place de l'université, mais malheureusement le couperet finalement du projet, du premier projet de l'université Océan Indien, ça a été le couperet financier. Donc il faut bien retenir cet élément. Donc en 2017, l'État français réaffirme une volonté de créer une université de l'océan Indien. Cette fois-ci en l'aiguillant tout à la fois vers une ouverture internationale, donc sur l'océan Indien, et en même temps vers une intégration régionale, mais l'intégration au sens de l'Indienne Océanie. Donc des fondations sur l'Indienne Océanie et une ouverture vers l'océan Indien pour impulser et soutenir le développement de l'environnement régional. En ce début du XXIe siècle, moi j'aime bien revenir à l'essentiel. C'est la promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme et en particulier de l'article numéro 26. C'est-à-dire s'engager pour que chaque région du monde atteigne des objectifs du millénaire des Nations Unies et en particulier en matière d'éducation. Pendant que nous souhaitons que 80% d'une classe d'âge atteignent le niveau licence, l'objectif des Nations Unies, c'est que 80% d'une classe d'âge se retrouve à l'école primaire. Et c'est l'objectif, c'est notre objectif, puisque la France a signé aussi cet objectif des Nations Unies, c'est l'objectif pour nous autres, en termes de système éducatif, d'enseignement supérieur, de formation et de recherche, de faire en sorte que cet immense continent auquel la Réunion et l'Indienne Océanie est adossée puisse en tout cas atteindre ses objectifs premiers. Donc entreprendre cette université de l'océan Indien, c'est doter l'Indienne Océanie, c'est doter l'océan Indien d'une institution universitaire qui rassemble une communauté régionale, internationale, de spécialistes engagés dans la recherche, dans la formation doctorale, dans la diffusion des savoirs, dans la diffusion des connaissances, en vue de contribuer aux efforts de développement des sociétés de l'océan Indien, enfin réunies, des sociétés qui deviennent modernes et des sociétés qui deviennent inclusives. Donc sur la route entre l'Afrique du Sud et la Chine en particulier, de manière un petit peu excentrée, mais un peu au centre, vous avez l'Indienne Océanie, qui peut servir véritablement de phare pour la France, de phare pour l'Europe, mais j'irai plus loin, de phare pour l'ONU, de phare pour les Nations Unies, pour promouvoir justement ces objectifs du millénaire, ces objectifs des Nations Unies. Donc cette université, elle constituerait une plateforme d'initiatives, d'idées nouvelles, un espace propice au dialogue universitaire, politique et, j'insisterai aussi, et religieux. Le contexte est important pour parler de l'université de l'océan Indien, donc je reviendrai brièvement sur ce contexte. L'Indienne Océanie, c'est tout d'abord une communauté francophone plurilingue, c'est un ensemble de peuples au sang mêlé, j'adore cette expression, qui a en partage un fond culturel qui découle de la géographie, de l'histoire et de la politique. Dans ce contexte, l'Indienne Océanie est doublement chanceuse. Elle est parce que métisse, elle est aussi parce qu'elle est aux avant-postes du monde de demain, elle est aussi parce que située à un carrefour de croissance, entre deux pôles de croissance, entre l'Asie et l'Afrique, et sur une route d'échange qui est en train de s'intensifier. Alors, dans ce contexte, vous avez sur une zone de 2200 km sur 2200 km, sur 2400 km, 5 nations qui existent, 25 millions d'habitants, avec des indices de développement humain particulièrement contrastés. L'indice de développement humain à La Réunion est de 0,87, alors qu'aux Comores, il est de 0,49. Et ce qui va expliquer aussi les différences de développement et la difficulté de la mise en place même de l'université de l'océan Indien.
Mais dans le même temps, c'est, comme je l'ai précisé auparavant, un ensemble de peuples au sang mêlé. Et seulement 80 000 habitants. Pour situer les choses, l'université de Marseille, 80 000 étudiants, pardon. L'université de Marseille, c'est 80 000 étudiants. Et sur nos 80 000 étudiants, nous allons retrouver en plus une grande majorité d'étudiants, pratiquement 50%, essentiellement sur Maurice et la Réunion, de manière relativement concentrée. Donc vous voyez que pour ces 25 millions d'habitants, dont le nombre va complètement doubler d'ici à 2050-2060, la formation supérieure, c'est véritablement un enjeu pour le développement de ces sociétés de l'océan Indien, et en particulier pour les nations, pour les pays dont l'indice de développement humain est encore très bas. Alors il existe des difficultés, certes, parce que dans un même temps, cette Indienne-Océanie, c'est un espace géopolitique, francophone, sur la route Afrique-Asie, mais avec un enchevêtrement de multiples organisations multilatérales. Or, je vais citer quelques-unes, la COMESA, la SADC, la COI, etc. Il y a 8 organisations multilatérales qui existent et qui promeuvent le développement économique de cette région. Alors, l'océan Indien ne se limite pas non plus à cette zone de l'Indienne-Océanie. L'océan Indien, c'est aussi, pour nous en tout cas, dans une vision de liaison aérienne rapide, l'Afrique du Sud, c'est l'Inde, mais c'est aussi le sud-est de l'Afrique, c'est-à-dire la Tanzanie, le Mozambique, et j'irai même jusqu'à la République démocratique du Congo, même si la situation politique est particulièrement instable en ce moment, mais néanmoins, quand on regarde de près à 4 heures d'avion de la Réunion, nous avons 60 millions de francophones. Et cette question n'est pas négligeable. Et dans une stratégie, en tout cas d'avenir, dans une stratégie d'ouverture de la Réunion sur l'océan Indien, sur l'Indienne-Océanie, et en étant fer de lance finalement de l'Europe et fer de lance de la francophonie, nous avons un rôle particulier à jouer, y compris vers ces pays qui, au premier abord, sont éloignés, mais finalement, quand on y réfléchit, je ne raisonne plus en kilomètres, je raisonne simplement en heures d'avion. Paris est à 12 heures de la Réunion, c'est-à-dire une nuit, et non pas à 12 000 kilomètres. C'est un élément aussi important dans le développement de la stratégie du développement d'une université de l'océan Indien. Bon. Donc l'océan Indien, c'est un espace avec une démographie particulièrement dynamique et c'est un espace économique stratégique pour demain. Donc quand vous regardez bien sur la carte du monde, finalement entre l'Afrique, l'Inde et la Chine, puisque souvent on balaye très large, c'est à l'horizon 2050 4 milliards d'habitants, donc avec plus de 60 à 70 millions de francophones dans cet espace et un potentiel de développement sur la zone en particulier indienne-océanienne, dans le sens où cette zone de l'Indienne-Océanie peut véritablement être une plateforme d'échange entre ces deux pôles que représentent d'une part l'Afrique et d'autre part l'Asie. Alors je reviens juste sur la notion de francophonie et c'est très important. C'est quand même, on a pas mal parlé de la langue française. La francophonie aujourd'hui c'est 275 millions de locuteurs francophones, donc à travers le monde, avec une très forte progression dans les années à venir du fait du continent africain, qui va représenter à l'horizon 2050 80% de la francophonie. Alors l'université de l'océan Indien telle qu'on l'a imaginée, en tout cas c'est une voie qui est proposée. Tout d'abord je suis... avec monsieur l'ambassadeur Luc Allard, nous nous sommes plongés un peu dans des modèles internationaux et non pas dans des modèles strictement français. Et le premier modèle qui est particulièrement intéressant, c'est celui des Nations Unies. Il existe une université des Nations Unies, fondée en 1972, dont la genèse, finalement, est basée sur la volonté de tisser des solides liens d'amitié sur les bancs de l'université
pour que, dans l'avenir, des relations privilégiées qui se sont construites sur les bancs de l'université puissent véritablement exister par ailleurs. Le secrétaire général de l'ONU, à ce moment-là, disait une chose qui me semble que je pourrais reprendre pour nous, finalement, pour la création de l'Université de l'océan Indien, je vais le citer. À mon sens, le moment est venu d'envisager sérieusement la création d'une université des Nations Unies qui aurait un caractère authentiquement international et se consacrerait au but de paix, de progrès énoncé dans la Charte des Nations Unies. Les étudiants pourraient être des jeunes de gens des deux sexes, de nationalités et de cultures très variées. Et c'est parce qu'en travaillant ensemble, et c'est parce que vivant ensemble, dans une atmosphère internationale, que ces étudiants pourraient briser les obstacles qui se dressent entre les nations et les cultures et ne suscitent qu'incompréhension et méfiance. On a beaucoup parlé de virtuel. Moi, je vais bousculer les lignes. Moi, je veux du présentiel. Et du présentiel sur les bancs de l'université. L'objectif, c'est de faire que des jeunes qui vivent ensemble aujourd'hui, qui étudient ensemble, puissent demain travailler ensemble et véritablement devenir, parce qu'ils ont vécu des émotions ensemble, des émotions physiques ensemble, alors ils deviendront des ambassadeurs de ces valeurs que l'on partage au niveau, je suis sûr, au niveau universitaire, au niveau des Nations Unies, au niveau de la France, de ces valeurs universelles de construction de la société de demain. Oui, le virtuel, pour ce qui est d'un support et d'un appui, mais la volonté, en tout cas, dans la création de l'Université de l'océan Indien, c'est de faire en sorte d'avoir des jeunes qui étudient et qui vivent ensemble. Donc ça demande effectivement une structure, non pas hors les murs, mais dans les murs. Là aussi, je brise on a souvent tendance à dire pour des effets d'économie, il faut faire sans murs. Non, il faut faire avec les murs, parce qu'on aura fait avec les murs aujourd'hui, on va faire des économies peut-être sur des guerres demain. Donc la notion d'économie, c'est une question d'échelle, une question de temps, et c'est par rapport à ça qu'il faut construire les choses. Donc ce modèle est intéressant au niveau des Nations Unies. C'est un modèle qui existe maintenant depuis bientôt 50 ans et qui a produit le 10e think tank mondial en termes de veille économique et de veille en matière de relations internationales et de conseil pour les Nations Unies. C'est-à-dire qu'ils produisent des étudiants formés en master et en doctorat de très haut niveau et qui deviennent des conseillers et qui deviennent des architectes du monde de demain auprès des Nations Unies. L'Université de l'océan Indien devrait être une émanation, certes, de nos universités régionales, mais j'insiste, une émanation, et il faut reprendre le projet de 1995, une émanation de la COI, de la Commission de l'océan Indien, qui est elle-même rattachée à l'ONU. Donc on a le lien privilégié directement avec l'ONU, avec la volonté de construire cette université. Alors, parmi les autres modèles, il y a aussi l'université Sangor d'Alexandrie, qui est un opérateur qui agit pour la francophonie. C'est l'université de la francophonie, qui est une université privée, mais qui agit pour la francophonie. Donc c'est un autre modèle et qui développe des campus Sangor à travers l'Afrique, avec le même objectif, le même niveau d'enseignement, des masters sélectifs, des doctorats et des regroupements physiques des étudiants pour qu'il y ait cette fondation, cet alliage. Je ne sais plus qui l'a dit hier, ce mot a été utilisé, c'est un alliage véritablement humain pour effectivement fonder la société de demain. Alors, dans les objectifs, peut-être je vais aller essentiellement là-dessus, donc il y a un certain nombre d'objectifs qui sont fixés. On en a fixé 9, notamment on a repris la promotion donc, des valeurs universelles de l'humanité, de devenir un ambassadeur de l'océan Indien et de l'Indian Océanie, de réunir des jeunes de l'océan Indien sur les bancs de l'université, de relier les communautés universitaires, de former des enseignants-chercheurs et des cadres de haut niveau,
des hauts fonctionnaires des organisations internationales qui agissent notamment dans l'océan Indien. Bon, et puis, des autres objectifs, c'est sur les formations de master, etc. Et parmi les thèmes qui sont retenus pour développer cette université, 6 priorités sur les relations internationales et la diplomatie, les politiques publiques, la question des anthropologies et des sciences des sociétés, la santé publique et les crises sanitaires, l'environnement et l'écologie, l'énergie durable et la ville intelligente. Voilà les grands thèmes que l'on propose pour créer ce qu'on appelle, et j'insisterai là-dessus, des instituts internationaux de formation et de recherche de l'Indienne Océanie, un institut implanté dans chacune des îles de l'océan Indien, sous patronage d'une université indépendante et autonome soutenue par les universités régionales, donc une université de l'océan Indien. Et sur ces instituts, j'insiste beaucoup, on doit pouvoir retrouver le modèle qu'on a choisi, c'est le modèle des artistes. Les artistes, ils fonctionnent en résidence et ils produisent de manière extraordinaire et ils innovent lorsqu'ils sont en résidence entre eux pendant un certain nombre de temps. Donc on reprend cette idée à notre compte, nous autres scientifiques, c'est de mettre en résidence les étudiants pendant 2 ans, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils vivent ensemble et que les profs internationaux reconnus viennent en résidence avec eux pendant un certain temps, 3 semaines, 1 mois, pour qu'effectivement il y ait c'est toi qui évoquais cet alliage, hein, pour que l'alliage effectivement prenne totalement forme. Alors, je terminerai là-dessus. L'UOI, l'Université de l'océan Indien, ça doit être un credo. Alors j'ai compté, nous sommes 46 avec nos assistants, les jeunes filles qui nous passent le micro, etc. Et voilà, je dois vous transformer en évangéliste de l'Université de l'océan Indien, si vous me permettez cet écart de langage. Mais il faut à tout prix, la question de la mise en œuvre, ce n'est pas une question de moyens. On va me sortir les moyens, etc. Je n'y crois absolument pas. Les moyens, on les trouve. Il y a de l'argent, que ce soit sur les fonds européens de développement au niveau de la COI, que ce soit sur les projets Interreg, que ce soit au niveau de l'AFD, au niveau de l'Agence française de développement pour la zone Afrique. C'est vraiment pas le problème, il faut simplement y croire. Donc la question qui est posée, est-ce que vous y croyez? Si vous n'y croyez pas, ça ne se fera pas. Donc si on est quelques-uns déjà à y croire et à promouvoir le projet et à avancer, alors on y arrivera. Moi pour l'instant j'y crois. Donc c'est pour ça que lorsqu'on m'a demandé d'intervenir, je dis je viens, je peux causer un peu plus, et en plus, bon voilà. Donc j'y crois et je voudrais que notre collègue, Vice-Chancellor, président de l'Université de Maurice y croit, je voudrais que Monsieur le Président de l'Université de La Réunion y croit, je voudrais que Monsieur le Président du Conseil académique y croit, etc. Et c'est uniquement sur l'économie fonctionne sur la croyance, hein. C'est parce qu'on croit en l'avenir que les actions tournent. Le jour où les actionnaires ne croient plus en l'avenir d'une société, les actions tombent. Ce n'est pas de l'économie, c'est de la croyance. Donc, est-ce qu'on y croit, oui ou non? Et est-ce que vous êtes prêts à investir dans des actions de l'Université de l'océan Indien? Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Pierre. Est-ce que vous voulez réagir? Alors, il nous reste exactement donc 10 minutes de table ronde, mais peut-être qu'on va prendre 1 ou 2 questions. Oui, désolé. Je me permets de réagir. Alors, c'est très élégant, mais c'est vide. C'est-à-dire que je vais être assez sévère dans le constat de ce que je viens d'entendre. C'est que vous parlez de former des jeunes, etc. Première question purement concrète, c'est qui délivre les diplômes à partir du moment où vous êtes dans un système qui est totalement flou. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si votre établissement est un vrai établissement, est-ce qu'il sera en capacité de délivrer des diplômes, sachant que les délivrances de diplômes sont réservées aux États et que ce n'est pas un vague consortium qui est en capacité de délivrer les diplômes. Et comme vous regroupez des pays différents, la question va être qui délivre les diplômes. Est-ce que c'est les diplômes de chaque pays qui seront adossés à un établissement
public, du supérieur dans ces pays qui seront en capacité de délivrer des diplômes, ou est-ce que vous allez obtenir une dérogation de je ne sais quel État ou des États qui vont vous mettre en capacité de délivrer les diplômes? C'est la première chose. Et moi, la deuxième chose, alors l'évangélisme, etc., de vos propos, c'est acceptable ou pas, ça va dépendre comment on peut le percevoir. Sincèrement, vous êtes à rebond de l'histoire. Je pense qu'effectivement, d'accord, vous voulez promouvoir des formations en présentiel, c'est une chose, mais je pense que vous allez vraiment rebond de l'histoire et que vous allez finalement aller vous fracasser contre un mur où aujourd'hui, les problèmes de mobilité, elles sont réels, que les enjeux économiques sont extrêmement étroits, et je ne parlerai pas effectivement des problèmes économiques, mais qu'en réalité, les espaces de mobilité se restreignent de plus en plus, et que finalement, ce qui va permettre et faciliter des projets d'université, quelque chose qui allie plusieurs pays, peut-être plusieurs établissements de pays divers, ça va se faire plutôt par l'aide des outils non présentiels, et que les campus, alors dématérialisés, parce que je trouvais que le terme était élégant ce matin à utiliser, ont plus de chances de se développer que d'imposer des mobilités dans des sites géographiques donnés. Écoutez, merci pour la question, parce que honnêtement, je vais répondre d'abord à la deuxième question, sur la question de la mobilité. C'est tout d'abord une question d'objectif. Si l'objectif, c'est de former des étudiants chez eux, oui, ça ne colle absolument pas. L'objectif, moi je peux vous donner la réalité de l'océan Indien. La réalité de l'océan Indien, c'est qu'aujourd'hui, quand on assiste à un conseil dans cette université, ou quand j'assiste à des réunions à l'extérieur, les universités de l'océan Indien ne travaillent pas ensemble, elles sont en concurrence. Et ça fait 20 ans que ça dure. Nous ne sommes pas capables de construire des projets en commun. Et la racine du mal, c'est que les étudiants ne se sont jamais rencontrés. Si vous ne mettez pas des étudiants sur un banc et qu'on se côtoie au quotidien à un certain moment pour construire des hauts fonctionnaires de l'océan Indien qui vont peut-être intervenir dans le cadre de la COI sur des problématiques notamment géopolitiques. Si nous ne faisons pas en sorte que ces étudiants se côtoient pendant un certain nombre d'années, personnellement, je vous dis, je n'y crois absolument pas. Ça ne marche. On a essayé, ça fait 25 ans que je suis dans cette université, on essaye, mais à bout de force, de faire de la coopération régionale. Force est de constater, en 2018, cette université a été créée en 1994, il n'y a rien. Pour faire court, je grossis le trait volontairement, il y a des choses, mais ce que je veux dire, c'est on fait des choses, mais c'est depuis quelques années, et on va porter des coopérations. Mais quels sont les étudiants? Combien de doctorants mauriciens avons-nous dans l'Université de La Réunion, et combien de doctorants mauriciens il y a à Maurice? Posons-nous que cette question. Je pense que les chiffres sont relativement faibles. Donc, si vous voulez, moi, dans ma démarche, c'est une démarche aussi pragmatique, c'est-à-dire que quand on veut, moi, dans mon laboratoire, on développe des relations avec des pays, que ce soit Madagascar, Maurice, la Chine, etc. Les relations ne se font pas via les professeurs, elles se font via les doctorants. Et c'est parce qu'ils se côtoient, et parce qu'on a véritablement fondé les choses à un certain moment, que ce n'est pas maintenant, c'est dans 10 ans, 15 ans que ça portera ses fruits. Mais si on ne plante pas les graines d'une université dans les murs, moi, personnellement, je n'y crois pas. Les relations humaines, c'est des relations... le virtuel, on en connaît aujourd'hui un peu les limites. En appui, oui, je suis d'accord. On peut faire des séances de séminaires, etc. Mais qu'il n'y ait absolument pas de regroupement, qu'il n'y ait pas de démarche simplement humaine où les gens se côtoient. En tout cas, moi, je vous dis, en tant qu'enseignant-chercheur, je n'y crois absolument pas. Mais après, chacun a sa vision du monde. Hein, donc, voilà. La première question...
Les diplômes. Alors là, Alors, je juste reviens... peut-être pour rebondir et avant de donner la parole, parce que c'est vrai que le temps court, je pense que quand même il faut prendre en compte des chiffres et qu'il y a effectivement une interpénétration des cultures et il y a des échanges entre les étudiants. L'Université de La Réunion accueille 900 étudiants étrangers, dont 400 de la zone océan Indien. Je dirais chaque année, il y a un véritable brassage qui se fait. Et je pense qu'il y a encore un déséquilibre entre ce qui est la mobilité sortante et entrante. Voilà. Oui, mais là, on est lié à un autre sujet qui est une politique de visa. C'est un autre problème, d'où l'idée de créer un espace, je dirais, de mobilité régionale facilitateur. Donc c'est volontiers que je grossis le trait, Anne-Françoise, hein, pour qu'on aille... Quand on regarde les chiffres de notre université en termes de politique internationale, ce n'est pas une question de responsabilité des équipes. Force est de constater que l'écosystème universitaire, y compris qui intègre la notion de politique de visa, fait que depuis 20 ans, on a très peu progressé. C'est la réalité. Maintenant, sur les diplômes, bon, pour aller dans votre sens, il y a un modèle qui est l'Université des Nations Unies qui délivre des diplômes en association avec des universités partenaires. Écoutez, ils délivrent des masters. Je vous propose de prendre une autre question, et puis il reste une question sur l'université européenne pour clore la table ronde. C'est pas vraiment une question. Moi, je fais partie des évangélistes du professeur Chabriat, même si je ne suis pas tout à fait d'accord sur la suite. Je voudrais juste raconter des histoires de l'histoire avec un H et de citer deux personnes qui ont fait l'histoire. Quand on a lancé cette idée de l'Université de l'océan Indien, il y a un peu plus de 20 ans, le président de l'Université de La Réunion s'est dit « c'est une bonne idée pour la formation initiale, je voudrais faire la même chose pour la formation continue ». Et il a missionné le directeur du SUFP de l'Université de La Réunion pour créer une université indiano-océanique dans notre région, et il a créé comme ça un centre de formation, de la formation continue enseignement supérieur à La Réunion. Il en a créé un à Maurice, il en a créé 3 à Madagascar. Aujourd'hui, il en existe un à Mayotte. Et pendant 20 ans, ce président de l'Université de La Réunion et pendant 10 ans, ce directeur du SUFP ont été les précurseurs de cette université de la formation continue dans notre région. Donc, le président de l'université s'appelait à l'époque Patrick Hervé, professeur Patrick Hervé, il s'appelle toujours professeur Patrick Hervé. Le directeur du SUFP était Guy Rapanoël. Donc, Guy Rapanoël a été le directeur du centre CNAM Réunion et des centres CNAM Madagascar-Maurice pendant 10 ans. Aujourd'hui, le professeur Patrick Hervé est à la retraite depuis longtemps, mais il est le président du CNAM Réunion, donc il n'a pas abandonné le bébé qu'il avait créé, et il me semble qu'il est toujours président d'honneur de l'université, ce qui fait du lien entre nos institutions. Donc ça veut dire que depuis 20 ans, depuis 1998, cette université de la formation professionnelle dans la région océan Indien existe, continue à exister, ouvre aujourd'hui, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit ce matin, mais à un peu plus de 1000 élèves, dont la moitié réside à Madagascar et l'autre moitié à La Réunion, ouvre 33 formations de l'enseignement supérieur, et ça va jusqu'au diplôme d'ingénieur en informatique et diplôme d'ingénieur en BTP, un titre, un bac+5 de psychologue du travail, et ces diplômes sont accessibles à toute la population malgache, à toute la population mahoraise et à toute la population mauricienne. Ça fonctionne. Donc ce sont des universitaires, 2 universitaires qui ont créé cette université indiano-océanique de la formation professionnelle. Je ne vois pas pourquoi demain, des universitaires de l'Université de La Réunion et des universités amies de la région océan Indien ne seraient pas capables de créer cette université de l'océan Indien pour la formation initiale. Là où je vous rejoins, c'est ce que Jean-Claude Gatina disait ce matin, il a l'expérience. Jean-Claude Gatina est un des rares professeurs qui a fait perdurer des formations dans notre système qui sont issues de l'Université de l'océan Indien. Il a dit 2 choses essentielles. 1, il faut une histoire.
Donc ce que je dis aujourd'hui, c'est il faut reprendre l'histoire. On a arrêté, on a écrit un chapitre, il faut écrire les autres chapitres du livre, dans un autre contexte. Donc l'histoire. 2, il disait une autre chose essentielle, les conditions d'accueil des étudiants étrangers. Quand je parle de résidence internationale liée à des instituts de recherche et de formation, on doit avoir des résidences de niveau international, y compris pour l'accueil des professeurs étrangers, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Alors nous avons une chance là en ce moment, je le dis au président de l'université, président du conseil académique, on doit écrire la programmation du prochain plan opérationnel européen. C'est le moment d'inscrire, en tout cas dans nos programmes FEDER, ce type d'institut de formation internationale tourné vers l'océan Indien pour que effectivement des financements soient fléchés dans cette direction. Parce que si nous n'avons, et de monter des programmes avec la COI pour qu'à Maurice on puisse aussi installer un institut dans le cadre de cette université de l'océan Indien, en lien avec l'université de Maurice, pour accueillir des étudiants réunionnais à Maurice, pour accueillir des étudiants étrangers au niveau de cette université de l'océan Indien. Ça a été l'objet de l'accueil, c'est l'atelier vraiment d'hier. quelque chose de clé dans la mobilité des étudiants. Oui, merci Jean-Pierre. Ça a été l'objet donc de l'atelier d'hier, notamment consacré à la mobilité et à l'internationalisation, puisque le sujet du logement était bien évidemment donc un sujet extrêmement important et duquel un certain nombre de résolutions donc, sont sorties. Alors, je suis d'accord sur le poids de l'histoire. Je pense qu'on peut se tourner vers l'avenir, et notamment l'avenir, c'est les universités européennes. Et dernière question donc, de cette table ronde, parce que le temps vraiment court, est-ce qu'il serait pertinent donc, de créer une université européenne, non pas ultramarine, mais pour le coup ultra-périphérique, puisque une des conditions, c'est bien évidemment d'avoir 3 universités, donc d'États membres différents. Pour cela, donc, nous avons en tandem le président donc, de l'Université de Guyane et le président de l'Université de La Réunion. Merci, chers collègues. Alors, je vais prêcher, c'est ça, pour l'Université européenne ultramarine. Je pense que sur les 2 jours d'intervention, on a, je dirais, eu à peu près tous les éléments de réponse. Parce qu'on voit bien que se pose la question de l'insularité, la question de la nécessité de travailler en réseau. On a abordé des questions de contenu. On a même abordé, il n'y a pas longtemps, la question du millefeuille institutionnel français. Et je crois que toutes les réponses ont été apportées pour nous amener à dire que finalement, très naturellement, il faudrait que les universités ultramarines se lancent dans ce nouveau défi. Pourquoi? Parce que les Outre-mer ont des choses à apporter, à dire, en leur contribution à apporter à la structuration de l'ESR français. Et évidemment, dans ce projet, il y a plusieurs questionnements. D'abord, nous, universités ultramarines, quels sont nos liens avec des universités européennes? Effectivement, chacun de nous avons peut-être quelques programmes de recherche, peut-être beaucoup plus de la mobilité entrante ou sortante, surtout d'étudiants. Après, il y a aussi un autre questionnement, plus propre à nos territoires, comment dans nos macro-régions, l'Europe est perçue. Donc ça, c'est un vrai questionnement aussi. Tout compte fait, ce concept d'université européenne ultramarine doit nous amener à nous questionner sur la valeur ajoutée que cela peut apporter à nos écosystèmes universitaires. Y aura-t-il une vraie valeur ajoutée pour accompagner le développement de l'excellence académique, pour renforcer la mobilité, pour permettre un meilleur développement de la mobilité? Donc tout ça, c'est vraiment de vrais sujets, un vrai questionnement. Et pour autant, on doit aussi se poser la question, avant de partir à l'aventure, des contenus qu'on doit mettre en partage, peut-être identifier les dénominateurs communs, en tout cas le plus petit dénominateur commun qui peut nous rassembler, nous fédérer.
et mettre en avant des spécificités, parce qu'il s'agit aussi de cela qui va peut-être rendre original un projet porté par des universités ultramarines. Alors, université européenne, vous l'avez dit en introduction de cette table ronde, qu'il fallait 3 universités, au minimum 3 universités européennes, on va dire. Donc, si on fait le compte, les universités ultramarines plus nos universités des RUP, donc quelques autres pays européens, le compte devrait y être, avec des spécificités dont on a souvent parlé autour d'un certain nombre de problématiques qui se posent à nous, autour de la biodiversité, autour peut-être des questions énergétiques, mais aussi des questions de plurilinguisme et tout. Donc tout cela peut donner du sens, peut donner une vraie identité à cette université européenne et nous amener à penser correctement le projet qu'on souhaiterait développer dans ce sens. Nous commençons entre nous déjà à l'université ultramarine à prendre l'habitude de travailler entre nous. Ça a été le cas d'un positionnement fort sur l'EUR biodiversité santé en milieu tropical et qui va se poursuivre, donc j'espère très favorablement. Donc voilà, donc nous devons, si pour mieux se connaître, il faut travailler ensemble. Donc là, on a une opportunité de pouvoir se lancer dans une nouvelle aventure, partager. Et je vous avoue que j'avais quand même un questionnement fort et une pointe d'inquiétude. C'était au regard du millefeuille juridique, quelle aurait été la nature de la structure de cette université européenne, sachant que nous autres universités ultramarines, nous venons un petit peu juste d'avoir une vraie identité d'université française d'une certaine façon, et alors aller au-delà de ça en changeant d'une certaine façon d'identité, ça me paraissait peut-être un petit peu risqué, difficile et un peu compliqué à expliquer, en tout cas à certains partenaires de l'université en Guyane et à notre communauté. Je crois que le fait de dire que, de ce que j'ai pu comprendre, que ça risque d'être plutôt une forme de label pour un travail en réseau, donc je pense que ça aussi c'est beaucoup plus rassurant et ça permet effectivement, on le voit bien dans tout ce qui a été dit, la mise en réseau avec des formes assez finalement légères peut permettre peut-être d'aller beaucoup plus loin parce que ça peut nous amener à avoir beaucoup plus de consensus. Donc tout cela, me semble, va dans le bon sens et nous pouvons, je ne sais pas si le président de l'Université de La Réunion, cher Frédéric, ira dans le même sens, mais je crois que là c'est une belle aventure qui peut nous rassembler, nous fédérer à travers ce label qu'on peut escompter et puis surtout continuer à accompagner le développement de nos universités ultramarines avec les autres RUP et apporter peut-être une structuration territoriale singulière de cette Union européenne. Voilà. Merci. Monsieur le Président, nous allons clôturer la table ronde, parce que je crois que nous sommes en retard désormais. Je sais que le temps passe, donc je vais faire vite et évidemment reprendre la suite de mon collègue Antoine. On est clairement à l'heure du réseau, on est clairement à l'heure maintenant des alliances. On assiste depuis un peu plus d'une dizaine d'années à une politique de concentration de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et cette concentration, on le voit, elle est en train de changer de forme. On était sur une concentration, on l'a vu avec les différents modèles de regroupement qui ont été évoqués par Emmanuel à l'instant. On était surtout sur des concentrations nationales. Et maintenant, on en vient à des concentrations européennes avec effectivement cette forte volonté qui est affichée par le gouvernement et par le président de la République lui-même de création d'universités européennes. Donc on voit bien qu'il y a un besoin, une nécessité d'être visible à l'échelle mondiale et qu'effectivement le modèle d'enseignement supérieur et de recherche française notamment puisse diffuser très largement dans le monde entier. Alors c'est vrai que dans cette dynamique-là, la place des universités ultramarines était un peu particulière,
puisqu'on parlait de politique de site, on parlait de regroupement, et c'est vrai que bien souvent, alors nous sommes souvent les seuls, ou quasi en totalité, les seuls présents sur nos territoires, en termes d'université en tout cas. Et donc la question donc, de la politique de site, finalement, ne s'applique pas à l'Université de La Réunion, ne s'applique pas non plus aux autres universités ou centres universitaires de formation de recherche ultramarins. Donc on est vraiment sur une position qui est un peu spécifique, mais la volonté quelque part de participer à cette dynamique existe, et on a pu, avec les collègues ici présents, mais je n'oublie pas aussi les collègues qui sont à l'heure actuelle dans le Pacifique qui n'ont pas pu nous rejoindre, nous avons pu nous fédérer sur un certain nombre de projets, et en particulier donc, le projet que tu citais, Antoine, d'école universitaire de recherche sur la biodiversité et la santé, et je pense que c'est un acte fondateur qui est extrêmement fort. Qui est fort et qui donne pour moi le sens que doivent avoir ces regroupements. Ces regroupements doivent surtout être basés sur du fond et pas forcément de la forme. Et comme disait Emmanuel à l'instant, la forme va pouvoir s'adapter finalement. Au fond, on va pouvoir trouver le modèle d'organisation qui permet effectivement que le fond soit porté. Et on le voit avec les évolutions législatives, puisque on a bien conscience que effectivement la loi ESR a été une injonction quelque part d'aller vers ces regroupements, mais de fil en aiguille, finalement, on ouvre la porte à des expérimentations, à des modèles qui sont un petit peu nouveaux, parce que effectivement, on voit apparaître des besoins qui ne sont pas aujourd'hui couverts, ou en tout cas qui ne pourraient pas être mis en valeur par les actuels modèles de regroupement. Il y a des regroupements qui existent. Moi, je prendrai l'exemple du réseau RETI, en fait, que tu citais, Anne-Françoise. Je pense que c'est une initiative qui a été lancée en 2010, je crois, avec des universités insulaires. L'idée étant de mettre en valeur l'excellence de ces universités. Et aujourd'hui, ce réseau fonctionne. Il y a 27 membres de ce que j'en sais. L'Université de La Réunion en fait partie. Simplement, il faut à un moment donné qu'on ne soit pas en risque de dispersion. Il y a effectivement beaucoup de réseaux qui se mettent en place. On parle du réseau ou de l'Alliance des universités ultramarines, on parle de ce réseau RETI qui existe depuis un moment. On est en train d'évoquer, peut-être que vous n'avez pas l'information, mais au niveau du forum des RUP en 2017, donc il y a eu une initiative qui a consisté justement à fédérer l'ensemble des universités des régions ultrapériphériques. Il y a donc un regroupement qui est prévu en juillet, 22-24 juillet, aux Canaries pour traiter donc cette question-là. Donc là, il y a encore effectivement un réseau qui voit le jour. Et ces questions, effectivement, sont extrêmement importantes et ont été aussi l'objet de discussions au niveau du dernier colloque de la CPU à Dijon, à l'occasion, effectivement, d'un certain nombre d'ateliers où le professeur Gilles Lajoie, ici présent, et moi-même y étions, de même que les collègues des universités ultramarines et les collègues des autres universités. Et les conclusions, quelque part, moi je retiendrai, pour ce qui nous concerne, la proposition numéro 10 qui clairement indique qu'il faut avoir une stratégie d'influence en allant effectivement rayonner au niveau de l'international avec d'autres universités. Cette stratégie pouvant s'appuyer effectivement sur une alliance des universités ultramarines qui ne soit pas fermé sur l'ensemble des universités ultramarines uniquement, j'intègre bien sûr le CUFR dans cette logique-là, mais qui soit ouvert aussi aux autres universités hexagonales à travers une forme de partenariat qu'on pourrait mettre en place. On avait évoqué donc il y a avant-hier donc le fait que avec des collègues justement présidents de l'université d'Hexagone qu'il fallait imaginer peut-être des partenariats qui soient mis en place sous la forme pourquoi pas de jumelage, pourquoi pas d'associations thématiques, en disant voilà, que de toute façon un réseau doit avoir un sens, doit avoir un fond, doit avoir une singularité qui lui permette d'exister, et surtout le réseau ne doit pas faire perdre à chacun des membres sa spécificité. Je pense que l'essentiel est là. Il ne faut pas qu'on soit noyé dans un ensemble où effectivement le poids de l'histoire n'existe plus. Il faut qu'on construise effectivement l'avenir en s'appuyant sur des points de convergence dans lesquels chacun amène sa spécificité. Et c'est pour ça peut-être qu'un projet d'université européenne ultra-périphérique
qu'il soit peut-être construit sous la forme, je lance des pistes, hein, moi j'ai pas la réponse, mais on est là pour y réfléchir, hein, sous la forme d'une fédération d'universités, au sein de laquelle effectivement il pourrait y avoir une gouvernance tournante pour que chacun puisse exprimer ce qu'il peut amener au sein de ce réseau, pourrait être une possibilité intéressante. En tout cas, il y a un appel à projet qui va sortir en octobre pour 6 universités européennes. 2024, il est prévu une vingtaine. Et moi, je rejoins totalement ce que disait Antoine à l'instant, c'est qu'on a effectivement tout intérêt à ce qu'il y ait une proposition d'université européenne ultra-périphérique qui puisse émerger dans le cadre de ces appels à projets. Merci, Monsieur le Président. Il est temps de clore cet atelier. Alors, pour clore cet atelier, 3 mots, hein, voilà, comme hier. Il y a 3 mots qui me semblent importants. Le terme de diversité, tout d'abord, diversité de modèles pour respecter la diversité, notamment des situations d'établissement. Et je pense que c'est un élément extrêmement important, puisque c'est d'abord gage de liberté universitaire et c'est surtout source de richesse. Un deuxième mot qui est celui d'inadaptation, puisque clairement on a un droit aujourd'hui, un droit français qui n'est absolument pas adapté, je dirais, pour faire rentrer en tout cas les établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans la compétition internationale, puisqu'on voit bien que dans le Code de l'éducation, finalement, il n'existe aucun texte qui permette finalement de pouvoir permettre des regroupements universitaires internationaux. Il faut aller chercher du côté du droit privé. À l'échelle européenne, on n'a pas grand-chose non plus, c'est peut-être en devenir. Ces universités européennes, c'est effectivement un très beau concept, mais qui pour l'instant ne fait l'objet finalement d'aucun texte juridique. Et puis le troisième mot, c'est sans doute celui de réseau. Voilà, et je dirais que c'est ce que nous faisons aujourd'hui, puisque nous quittons une phase de coopération pour entrer dans une phase de structuration par le biais d'un double réseau ultramarin, réseau india-océanique, pour pouvoir construire tous ensemble demain cet espace india-océanique de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà, je vous remercie.